Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 4 janvier. À la une de l'actualité, la chaîne parlementaire verra bientôt le jour. Une réunion préparatoire a eu lieu ce matin au Conseil de la Nation pour le lancement de cet outil de transparence promis par le président de la République. Les détails dans quelques instants. L'OPEP et ses alliés maintiennent le cap, une hausse de 400 000 barils de pétrole jour prévue pour février. Mais la vigilance sur les répercussions des variants du Covid-19 reste de mise. Nous écouterons le ministre de l'Énergie dans ce journal. À l'étranger, les avocats, journalistes et militants dénoncent les violations des droits de l'homme par le régime du Makhzen. Emprisonnement, répression et poursuites judiciaires contre les manifestants alors que la contestation grandit dans ce pays. En prévision de la CAN 2022, l'équipe nationale de football rencontre demain le Ghana au match amical à Doha. Rencontre transmise à partir de 17h en direct sur la chaîne nationale et la chaîne Echebebiya de l'EPTV. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, une chaîne parlementaire en préparation. Elle verra le jour avant la fin du premier semestre de 2022. C'est ce qui a découlé de la réunion présidée ce matin par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, en compagnie du président de l'APN, Brahim Bourali, en présence du ministre de la Communication et la ministre chargée des relations avec le Parlement, ainsi que le directeur général de l'EPTV. Une rencontre préparatoire pour la concrétisation d'un des 54 engagements du président de la République, Nesrine Ben Saïdi. Une nouvelle chaîne de télévision parlementaire verra prochainement le jour sur vos écrans. Ce nouveau média télévisuel, avec ses programmes, servira de véritable passerelle de communication entre les citoyens et leurs représentants dans les deux chambres du Parlement. Les programmes de cette chaîne permettront d'aborder et de donner une réelle compréhension des pratiques démocratiques au sein des institutions élues et d'informer le téléspectateur sur le travail réalisé par les deux chambres. La création de la chaîne parlementaire vise à promouvoir la véritable pratique démocratique par le biais des représentants du peuple. Nous avons accordé de l'importance à cet aspect du point de vue médiatique pour informer l'opinion publique sur le rôle du Parlement et celui des représentants du peuple. La création de cette chaîne s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République. Elle vise à rapprocher le citoyen de l'institution législative et promouvoir la culture de citoyenneté, l'esprit civique et la participation à la vie publique. Cette chaîne sera un exemple en matière d'information avec des normes internationales à travers la mise en place d'un comité de pilotage et la formation de ses journalistes. Cette chaîne doit être un outil efficace pour le Parlement et dans sa relation avec l'ensemble des instances et des institutions. Notre département s'engage à appuyer cette réalisation et œuvrer à sa réussite. Le lancement de cette nouvelle chaîne est prévu pour cette année, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. La création de cette chaîne intervient aussi après le parachèvement du processus d'édification des institutions de l'État. Elle contribuera sans doute à la promotion de la véritable pratique démocratique. La création de cette nouvelle chaîne parlementaire se veut une concrétisation du service médiatique public thématique et un renforcement du secteur de la communication de manière générale et de la scène audiovisuelle du pays en particulier. L'OPEP et ses alliés maintiennent leur plan initial d'augmenter la production pétrolière de 400 000 barils jour en février prochain. Décision cet après-midi lors de la 24e réunion ministérielle OPEP+, tenue par visioconférence. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, prône la vigilance quant à l'impact du variant Omicron du Covid-19 sur le marché pétrolier. Amal Siridir. Lors de ces deux réunions, il a été question d'évaluer la situation du marché pétrolier international et ses perspectives à court terme, mais aussi l'impact du nouveau variant de coronavirus, Omicron, notamment sur l'approvisionnement et la stabilité du marché pétrolier international.
Nous avons noté avec satisfaction que le taux de conformité de l'ensemble des pays signataires de l'accord a atteint les 117%. Donc c'est un taux très appréciable qui a permis aussi de prendre une décision par rapport à l'évolution du marché et surtout pour le mois de février, d'augmenter notre production OPEP et non-OPEP de 400 000 barils par jour. Cette augmentation pour l'Algérie signifie 10 000 barils par jour, donc notre production va passer à 982 000 barils par jour pour le mois de février. Bon, c'est une situation qui est très favorable et nous avons remarqué que les fondamentaux du marché sont corrects. Et nous allons continuer le monitoring pour pouvoir ajuster ou intervenir en cas échéant, mais beaucoup plus les contacts entre les pays OPEP et non-OPEP et de rester vigilant par rapport à cette phase de propagation du virus. En effet, l'extrême contagiosité du nouveau variant Omicron peut impacter les fondamentaux du marché pétrolier et présenter un risque majeur sur le fonctionnement des économies et par conséquent sur la demande de pétrole. Et pas moins de 8 écoles à Tielt ont bénéficié d'apports financiers, un sujet sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Mais tout de suite, on continue avec les énergies. Amorcer le virage de la transition énergétique, une nécessité pour l'Algérie. Des secteurs comme la santé et l'éducation n'ont plus que 2 mois pour intégrer l'énergie solaire. Dans certaines structures de l'État, il est possible de fabriquer localement des installations pour le photovoltaïque, comme vous allez le voir dans ce reportage de Yanis Belkacem. On a quelque chose de qualité. Ce n'est pas une révolution et encore moins une nouveauté, mais un élément essentiel pour tout système photovoltaïque. Cette batterie type lithium a pour spécificité de durer 10 ans et n'a pas besoin de maintenance. Produite localement par cet opérateur dans le domaine de l'énergie solaire, il nous raconte d'où lui est venue l'idée. L'idée m'est venue avec mes différents voyages en Chine. J'ai pu constater qu'il y a une possibilité de produire ça localement, que nous avons décidé de commencer à fabriquer ce type de batterie pour résoudre un problème majeur et qui va nous donner la possibilité d'avoir des systèmes photovoltaïques ou des systèmes tout court qui vont avoir une durée de 10 ans et plus. Sans pour autant devenir totalement indépendant au niveau énergétique, ces batteries qui optimisent la consommation de l'énergie produite par les panneaux solaires sont aussi proposées avec un système photovoltaïque compact et portable. On a fait une conception et de pièces locales, j'ai acheté et j'ai fait ce système qui peut être adapté en fonction du besoin. Quelqu'un qui a besoin d'énormément d'énergie, plus d'énergie, on peut lui suggérer quelque chose même avec des roulettes. Comme nous avons cette valise ici, on a une disponibilité de l'énergie avec nous en tout temps et en tout lieu. Des innovations utiles dans les zones enclavées qui peuvent également réduire la facture de consommation, mais aussi d'importation. Présentement, il y a un programme national où on distribue des kits à la population algérienne dans les zones d'ombre. En produisant les composants de ces éléments en Algérie. Donc ça permettrait de réduire la facture à l'importation, ça permettrait de réduire la facture de consommation, ça permettrait de réduire la facture d'entretien, permettrait à nos communes de faire des économies de 30 à 70% sur leur facture d'éclairage. Notre souci, c'est de pouvoir offrir des systèmes photovoltaïques de qualité et d'une durée de vie importante. C'est le but du gouvernement, c'est d'offrir quelque chose et régler un problème, pas pour 1 année ou 2 années, mais répondre à un besoin qui va durer 10 à 15 ans. Un projet, une solution pour une énergie propre qui n'attend que les pouvoirs publics pour lancer sa production. Un accompagnement pour une meilleure formation technique dans le domaine de l'énergie, une nécessité que l'université Rasdim El-Bah de Ouelgla a réalisée en signant un protocole de partenariat avec l'entreprise d'industrie pétrolière Altea Energy et de Hassim Saoud. Cette dernière accueillera plutôt les étudiants et les chercheurs pour des stages pratiques. Chose promise, chose due, 23 projets d'investissement à Boumerdes, bientôt relancés. Les permis d'exploitation manquants pour le lancement de l'activité leur ont été octroyés suite aux orientations du président de la République sur la levée des entraves administratives. Des exemples concrets avec Nesrine Ben Saïdi.
Après une année et demie d'attente, cette unité de production de céramique implantée à Boumerdès est enfin entrée en activité, bénéficiant récemment d'un permis d'exploitation en bonne et due forme. Une activité qui pourra désormais participer à renforcer les besoins du marché national en matière de céramique et de ses dérivés. Nous avons attendu trop longtemps pour obtenir enfin un permis d'exploitation. Actuellement, nous pouvons commercialiser notre production qui est de l'ordre de 3000 m² de carrelage par jour. Nous comptons à terme augmenter la production à 8000 m² par jour. Investir dans ce genre d'activité est une bonne chose car cette usine permettra de couvrir en partie les besoins du marché national et offrir des emplois au profit de jeunes diplômés. Créer de nouveaux emplois, c'est aussi l'objectif de cette usine de production de boîtes de conserve et de produits d'emballage, un investissement qui vise le marché international pour exporter ces produits. Nous avons bénéficié récemment d'un permis d'exploitation. Notre groupe va se lancer prochainement dans l'exportation. Au total, ce sont plus de 23 projets d'investissement dans la wilaya de Boumerdès qui ont bénéficié d'un permis d'exploitation, une mesure visant à relancer les projets bloqués et à lever les obstacles bureaucratiques. Nous avons enregistré plusieurs demandes de la part des investisseurs pour des facilitations. Nous y avons répondu favorablement et nous avons pu trouver des solutions, et ce grâce à l'installation d'une commission de suivi de ces dossiers. À Boumerdès, nous avons plus de 158 projets d'investissement, dont 59 qui viennent d'être confiés à la Commission nationale ad hoc chargée de l'investissement. Jusqu'à là, cette commission a siégé 4 fois et a permis à 23 projets de voir le jour. Ces facilitations ont permis de relancer l'activité commerciale de plusieurs projets dans la région, ce qui a conduit à la création de plus de 1900 nouveaux emplois. À Tialet, pas moins de 8 écoles ont bénéficié d'apports financiers pour une meilleure scolarisation. Il s'agit d'établissements faisant partie de communes pauvres. Elles dépendent désormais de l'aide de l'État pour ce qui est de la restauration et équipements scolaires, selon les décisions du dernier Conseil des ministres, Malika Bellel. Comme Haïdar et Mohamed Radi, 8 écoles primaires dans la commune de Melakou, wilaya de Tiaret, souffrent des mauvaises conditions de scolarisation des élèves. Des conditions dues à la situation financière de la commune et dont le budget reste insuffisant. Cette école manque de tables, de tableaux, de cantines et bien d'autres choses. La commune n'a pas les moyens d'acheter ou de rénover. Nous sommes dans l'attente des changements. Nous avons exposé plusieurs fois la situation de l'école, mais le problème de budget se pose à chaque fois. La décision de décharger les communes pauvres des frais d'achat d'équipements et de réfection des cantines permettra d'atténuer la charge financière sur les collectivités locales. Dernièrement, un montant de 2,1 millions de dinars a été alloué à l'achat de nouveaux équipements comme les chauffages, les tables ainsi que la réfection des sanitaires. La décision du président de la République nous a vraiment soulagés. De ce fait, l'État prendra en charge les besoins des écoles et toutes les charges financières. Cela nous permettra de nous concentrer sur nos préoccupations. La prise en charge par l'État de tous les frais d'équipement et des travaux opérés au niveau des écoles primaires permettra sans conteste d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves. On reste dans l'ouest du pays. Les communes de Souani et El Aïcha, Tlemcen sont désormais raccordées au réseau de gaz naturel et d'électricité. Une opération difficile compte tenu de la situation géographique de ces régions. Le compte rendu de Yasmine Massaoudi. Les habitants des localités de Oulet Tlemceni et de Oulet Tobani dans la commune de Souani, dans la wilaya de Tlemcen, passeront cette année un hiver au chaud grâce au raccordement au gaz naturel dont ils ont bénéficié. La région frontalière de l'El Aïcha a été également raccordée au réseau électrique au grand bonheur des citoyens. Avant, je devais traverser 2 km pour me procurer des bonbonnes de gaz à 250 dinars chacune. Un trajet que j'effectuais tous les 2 jours. Nous sommes très contents d'avoir enfin le gaz chez nous. Le manque d'électricité était un grand problème pour nous. Beaucoup de personnes n'ont pas pu habiter leur maison à cause de l'absence du réseau électrique. À présent,
situation, tout est rentré dans l'ordre. Je salue les efforts de l'État. Un budget de 60 milliards a été alloué par l'État pour la réalisation de ce projet. Pour cette localité précisément, près de 8 millions de dinars ont été consacrés aux travaux de raccordement au réseau électrique de 18 foyers et 31 familles pour le raccordement au gaz. Les autorités locales ont également veillé à alimenter ces régions en eau potable. كان استغلال أكثر من 20 بئر كان متوقف. Nous avons exploité plus de 20 puits, longtemps laissés à l'abandon, et que nous avons réhabilités. Des puits ont été également réalisés au niveau des zones frontalières. Ces réalisations permettront sans aucun doute d'améliorer la qualité de vie des habitants, mais aussi de relancer le secteur agricole dans la région. Des projets qui visent à améliorer les conditions de vie de la population des localités déshéritées, à l'image de Bab el-Assa qui a bénéficié d'une enveloppe de plus de 50 milliards de centimes pour la réalisation de plusieurs projets de développement local. À l'étranger, les avocats, journalistes et militants marocains dénoncent les violations des droits de l'homme par le régime du Marzen. Emprisonnement, répression et poursuites judiciaires pour le simple motif de manifester, alors que la contestation dans ce pays grandit de jour en jour. Abdelmajid Benrassi. Rien ne va plus au Maroc. Militants, avocats et journalistes dénoncent depuis des semaines les innombrables atteintes à la vie privée par les services de sécurité marocains qui utilisent des vidéos enregistrées illégalement pour faire du chantage aux victimes. Le dernier cas en date, celui du kickboxer Zakaria Moumni, incarcéré en 2010 pour avoir dénoncé la corruption dans le monde du sport et avoir voulu en référer au roi, qui a vu la large diffusion dans les médias d'une vidéo où on le voit recevoir une somme d'argent en compensation de la torture et de l'emprisonnement subi au Maroc. Un expert judiciaire marocain, Mohamed Ziane, a indiqué que l'enregistrement de la voix et de l'image est totalement interdit dans la loi marocaine, exception faite d'un ordre du juge d'instruction ou d'une autorisation du premier président de la cour d'appel, expliquant que les enregistrements ne pouvaient être utilisés que dans une affaire de terrorisme ou de trafic international de drogue. 2022 غتكون عسيرة على الديكتاتور محمد السادس وغتكون عسيرة على الجلادين ديالو خاصة النصاب والجلاد منير الماجدي الكاتب الخارجي لهذا الديكتاتور والجلاد الخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي وزيد عليهم ياسين المنصوري وزيد عليهم كاع هاد المجرمين اللي كيتكرفصوا على الشعب المغربي واللي كيحاولوا يخسروا الصوره ديال الاحرار والحرائر بالحملات ديالهم التشهيريه اللي ولات اليوم مفضوحه امام العالم. Les services de renseignement marocains disposent de dossiers sur toutes les personnalités publiques. La moindre dissension expose le mis en cause sur le champ à la diffamation. Même des ministres pro-régime au plus haut niveau sont parfois diffamés. Tout dernièrement encore, la youtubeuse marocaine Dounia Filali a fait l'objet de poursuites. Elle a atterri en France il y a quelques mois. Elle cherche à obtenir l'asile politique. Sur sa chaîne YouTube, elle dénonce et enquête sur la corruption et la répression organisée par le Marzen. فاليوم الخوت كنفتتحوا السنه ديال 2022 بواحد الخبر اللي هو جد رائع وهو صفعه كبيره للديكتاتور محمد السادس للنظام ديالو القمعي الهمجي. فمن بعد الصين والامم المتحده ها هما اليوم دنيا وعدنان الفيلالي كيطلبوا اللجوء السياسي في فرنسا. فهذه الخوت اكبر صفعه لهذا النظام الهمجي لهذا النظام القمعي لهذا النظام الخبيث الديكتاتوري اللي كيستعمل كما قلت لكم جميع الاساليب الترهيب التشهير الابتزاز بصور بورنوغرافيه مفبركه الابتزاز بالفيديوهات محاولات القتل. يعني هذا النظام كيستعمل جميع الاساليب الخبيثه. De nombreux hommes politiques et journalistes marocains ont recours à l'espace virtuel pour exprimer librement leurs idées et opinions et émettre des critiques sur un certain nombre de dossiers en raison des restrictions des libertés d'aborder des questions brûlantes liées à la politique. Le Marzen, la mauvaise gestion, la corruption de la classe politique, la situation au RIF, tout ce qui est censuré dans les médias passe sur les réseaux sociaux sans embâche ni restriction. La chercheuse en sciences politiques Chérifa Lamounir pense que le recours par certains politiciens et journalistes aux réseaux sociaux pour exprimer leur point de vue sur un certain nombre de dossiers et de problèmes
s'explique par diverses raisons, dont la principale est la restriction sur les libertés. Politiquement bénéfique pour soutenir la résistance de nos peuples et de notre jeunesse contre la normalisation avec l'entité sioniste. C'est en ces termes que le journaliste et écrivain marocain Titi El Habib décrit la victoire de l'Algérie en coupe arabe de football. Extrait de sa chronique dans le journal An-Nahj Démocratie, un avis que de nombreux Marocains partagent. Décryptage de Laouf Hamouche. La victoire de l'Algérie en coupe arabe a été politiquement bénéfique pour soutenir la résistance de nos peuples contre la normalisation avec l'entité sioniste. Ce sont là les propos du journaliste et écrivain marocain Titi El Habib. Dans sa chronique dans le journal An-Nahj Démocratie intitulée « La coupe arabe de football et la cause palestinienne », le chroniqueur explique qu'après le match qui a réuni les équipes algériennes et marocaines en quart de finale, les joueurs algériens ont porté le drapeau palestinien en disant qu'ils dédient la victoire à la Palestine parce qu'ils ont battu l'équipe d'un État normalisateur. Toujours selon l'écrivain, si le Maroc avait gagné, la coupe arabe aurait été, je cite, l'occasion de donner vie au soi-disant accord du siècle. Mais heureusement pour la cause du peuple palestinien, ce scénario n'a pas eu lieu et l'équipe algérienne a gagné. Et c'est une victoire sportive méritée et politiquement utile pour soutenir la résistance de nos peuples et de notre jeunesse contre la normalisation. Fin de citation. كنحيي بالمناسبة الشعب الجزائري بداك الفوز يعني ديالو بكأس العرب يعني فعلا هو انتصار يعني يستحقوا ألف استحقاق. علاش؟ لأن الشعب حر ويعني فعلا هو كون انتصروا هذوك العياشة اللي عندنا حنايا كرة داروا لينا فضيحة. يعني ما غاديش ترجع المنافع ديالو للشعب المغربي، ولكن غادي يستعملها القصر كعادته. هو الرياضي الأول راكم كتعرفوه بفضل التعليمات السامية ديال صاحب الدجاجة. Pour rappel, le Front social est toujours en ébullition au Maroc. Les citoyens maintiennent la pression, ils battent le pavé depuis plusieurs semaines pour exiger le respect de leurs droits et dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste. Et cette information, le parti de la refondation communiste en Italie appelle le gouvernement de son pays à faire pression sur le Maroc pour se conformer à l'obligation de protéger la militante sahraoui Sultana Khaya, assignée à résidence depuis novembre 2020 et qui subit des exactions à répétition. Sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte. Les unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les forces de l'occupation marocaine dans le secteur d'Al-Mahbes et Al-Hawza. Retour dans le pays, direction Oran qui abrite l'été prochain le 19e, ou plutôt la 19e édition des Jeux méditerranéens. L'infrastructure réalisée en prévision de l'événement bientôt finalisée. Les tests des structures sportives débuteront en avril pour accueillir les participants dans les meilleures conditions. Yasmine Massaoudi. Les travaux du complexe sportif d'Oran touchent à leur fin. Des infrastructures sportives qui répondent aux normes internationales, à l'image de ce champ de tir d'une capacité de 800 places. Le taux d'avancement des travaux est de 93%. Nous sommes à la dernière phase avant la livraison du projet. C'est un projet qui consiste en la création de 5 fosses olympiques destinées aux tirs sportifs. Le taux d'avancement des travaux est de 98%. S'étendant sur une superficie de 7 hectares, cet espace dédié aux tirs sportifs sera divisé en 2 parties. Le premier à ciel ouvert, le second dans un espace clos. ونرتقب استلامه ان شاء الله شهر فيفري كاقصى تقدير باعتبار انه ان شاء الله شهر افريل راح تكون عندنا يعني. La livraison se fera au plus tard au mois de février. En avril, nous organiserons un événement test organisé par la commission d'organisation des Jeux méditerranéens. Lors de la dernière visite de l'équipe technique, nous avons eu un avis favorable. Nous travaillerons ensemble pour assurer une manifestation qui répond aux normes internationales. يعني تكون برمجه تاع يعني تظاهر رياضي ذات بعد دولي. Plus que quelques mois avant le début des Jeux méditerranéens, tous les moyens humains et matériels ont été déployés en prévision de cette 19e édition afin d'offrir aux participants tout le confort nécessaire.
Autre compétition sportive très attendue par les Algériens, la CAN 2022. L'équipe nationale de football s'y prépare avec un dernier match amical contre le Ghana prévu demain à l'Education City Stadium de Doha à partir de 17h. L'Algérie évoluera en vert alors que son adversaire sera en jaune lors de ce match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne nationale de la chaîne et la chaîne Al-Shababia de l'EPTV. Les champions d'Afrique s'envoleront jeudi pour Douala pour prendre part à la 33e CAN du Cameroun. Au Cameroun, logé dans le groupe E, l'Algérie jouera son premier match le 11 janvier contre la Sierra Leone au stade Japoma à Douala à 14h heure algérienne. Voilà, rendez-vous pris pour supporter les Verts. C'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.